Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire UbiGreen dédié à l'efficacité énergétique. Nous allons voir plus précisément quels sont les leviers et les outils pour financer son projet de décarbonation. Aujourd'hui, ce webinaire sera co-présenté avec la Sofiac, donc une solution d'investissement novatrice qui accélère la transition énergétique et la décarbonation des entreprises. Donc, nous avons la chance d'avoir Laurent Dilouya, directeur du développement Sofiac France aujourd'hui parmi nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Et nous avons du côté du UbiGreen Jean-François Moreau, notre expert consultant énergie depuis plus de 10 ans. Bonjour Jean-François, ça va? Bonjour à tous. Bonjour. Super. Alors, on va démarrer. Je vous propose rapidement de voir ce qui nous attend au programme de ce webinaire. Donc, nous aborderons dans un premier temps le contexte économique et réglementaire du marché de l'immobilier aujourd'hui. Évidemment, il y a plus qu'une tendance à la sobriété énergétique, c'est plus que d'actualité. Donc, Jean-François va nous présenter cette première partie. Ensuite, nous verrons pour mettre en place une efficacité énergétique et un projet de décarbonation de fond, comment le financer. Sans forcément réduire le périmètre de son projet, voire grand, et pouvoir pouvoir compter sur un investissement sans forcément toucher à son capex. Donc là, Laurent nous présentera les différentes solutions possibles avec la Sofiac. Il nous présentera également un retour d'un cas client IBM, comment IBM a pu justement voir profond, voir grand sur son projet de décarbonation avec un élargissement de son périmètre de financement finalement, donc qui passait de 1 million à 13 millions d'euros. Et on conclura sur les économies d'énergie, comment les suivre finalement après avoir obtenu son financement, comment on peut les suivre de manière efficace à travers un outil simple et intuitif. Donc, je vous laisse la parole pour démarrer. Mais avant ça, j'ai oublié de préciser qu'évidemment, vous allez pouvoir poser toutes les questions sur la partie chat que vous avez dans votre panneau de configuration. Donc, n'hésitez pas à poser d'ores et déjà les questions et nous y répondrons à la fin de cette session. Voilà, merci Jeff, tu peux commencer. Merci Caroline. Et rebonjour à ceux qui n'étaient pas présents au tout début. Je vois que le nombre de participants a encore augmenté depuis. Juste revenir très rapidement sur les défis de l'immobilier. Alors, ils sont multiples et chacun y mettra le poids et ses priorités. Mais effectivement, il y a dans ce premier volet, comprendre et réduire ses consommations d'énergie. Derrière, on va retrouver cette notion de visibilité effectivement sur ce que le bâtiment ou le parc bâtimentaire consomme. Ça, c'est vraiment un point fondamental. C'est comme conduire une voiture sans indicateur de vitesse. C'est vraiment avoir cette visibilité sur l'information de consommation au sens large, d'ailleurs, pas que énergie, mais fluide aussi. L'eau est aussi beaucoup présente maintenant dans les esprits. Deuxième défi, c'est effectivement gagner en valeur, en dérégularité le parc bâtimentaire. C'est garder une valeur à l'immobilier présent, quel que soit finalement l'immobilier en question. Et c'est par ailleurs, dans le côté bâtiment durable, c'est avoir un bâtiment qui reste sobre dans le temps et qui s'adapte. Le bureau d'hier n'est pas le bureau d'aujourd'hui et ne sera pas non plus le bureau de demain. Donc cette logique aujourd'hui, on parle beaucoup de flex office, mais on pourrait très bien dire de flex service, de bureaux qui donnent des services à ses utilisateurs, est vraiment là aussi dans beaucoup de têtes et de réflexions. Et puis le troisième point, c'est effectivement la dimension ESG qui vient en plus finalement du tout le contexte réglementaire, que ce soit le décret tertiaire ou le décret BACS qu'on va décliner juste après, qui sont vraiment là des points pour pousser en fait la démarche de sobriété énergétique. Bon, les chiffres clés, je vais vous les passer très rapidement. Effectivement, les augmentations de l'électricité, on ne va pas les commenter, simplement dire que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je crois que quel que soit le contexte que l'on imagine demain, de toute façon, le prix de l'électricité et le prix globalement des énergies va continuer à augmenter plus ou moins doucement. Et par ailleurs, on a effectivement des objectifs, les deux derniers objectifs qui sont extraits des décrets tertiaires
notamment, hein, qui obligent finalement à réduire l'empreinte carbone du bâtiment au sens large, hein, puisqu'aujourd'hui en France, on est à plus de 40% d'énergie consommée dans le bâtiment. Petit tour donc sur le contexte réglementaire avec le décret tertiaire, et on viendra juste après avec le décret BACS. Les deux se rejoignent quelque part. Voilà. Il ne s'agit pas de les mettre l'un en face de l'autre ou l'un à côté. Les deux visent la même chose, c'est-à-dire l'efficacité énergétique. Le décret tertiaire dans une logique d'action d'efficacité globale. Hein, on va effectivement demander à respecter des objectifs, et le premier c'est d'ici 2030, et ces objectifs vont être déclinés avec des plans d'action, hein, qui auront besoin effectivement en phase d'investissement et de financement. Ces plans d'action vont concerner à la fois les systèmes actifs et évidemment les enveloppes du bâtiment, hein, pour faire en sorte que le bâtiment soit performant et qu'on atteigne les objectifs de moins 40% en 2030. Avec des étapes intermédiaires, notamment les aspects déclaration pour la modulation de certains bâtiments qui ne pourraient pas atteindre cet objectif, hein, d'ici 2026. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le décret tertiaire, il est enclenché. Il oblige effectivement tous ceux qui sont soumis en termes bâtimentaires à faire des déclarations annuelles, mais il oblige surtout à atteindre cette cible de 2030, et cette cible de 2030 passe par des plans d'action efficacité énergétique, donc par aussi agir sur les systèmes actifs, d'où le fameux décret BACS, qui est le slide après, qui lui va s'intéresser à mettre en place donc des systèmes de GTB performants, pour pouvoir là aussi avoir un volet d'économie vis-à-vis de l'énergie utilisée dans le bâtiment. Donc le décret BACS, on peut dire c'est des dates plus courtes, hein, c'est peut-être la priorité de certains parce qu'on se dit ah ouais mais 2025 et 2027 c'est demain. Oui, c'est demain, mais globalement, si on met ça sur une roadmap globale, clairement, pour atteindre la cible de 2030, il y a effectivement à agir dans le cadre du décret BACS, mais il y a aussi à agir sur les enveloppes du bâtiment, sur les isolations par l'extérieur, sur la compréhension aussi des usages à l'intérieur du bâtiment. Tout ça est vraiment très important et se rejoint, hein. Donc on ne peut pas dire ah bah oui, je vais répondre au décret BACS et puis je serai tranquille et derrière décret tertiaire va en découler. Non, les deux se rejoignent vers cette même cible, et le décret BACS est un des éléments pour avoir finalement un contrôle et des automatismes plus performants dans le bâtiment. Donc, efficacité énergétique, projet de décarbonation, effectivement, les plans d'action d'efficacité énergétique sont là au travers du décret tertiaire. On va pouvoir effectivement définir tout ça, faire les audits énergétiques qui vont bien, préparer les plans d'action, les scénarios de décarbonation. Et évidemment, la question que tout le monde se pose derrière, c'est comment financer tout ça. Il y a bien entendu des aides de l'État ou des fournisseurs d'énergie au travers des C2E, des subventions régionales, des subventions de l'ADEME, mais ça ne finance pas tout, hein. Donc la question qu'on pose aujourd'hui et dont Laurent va essayer de donner des éléments de réponse, c'est comment financer son projet, hein. Donc c'est vraiment ce point-là, et sur lequel il va insister avec un exemple très, très concret. Laurent, je te laisse la parole. Merci Jean-François. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laurent Dulouya, directeur développement de la Sofiac en France, donc une société d'investissement et d'accompagnement en performance énergétique. Alors, qui sommes-nous? Donc, comme vous pouvez le voir sur ce slide, la Sofiac, c'est une solution d'investissement dotée de 250 millions d'euros qui sont dédiés aux projets d'efficacité énergétique et de décarbonation profonde dans le secteur privé français, qu'il soit industriel ou tertiaire. C'est une solution, hein, comme vous pouvez le voir, qui est composée de capitaux investisseurs privés, mais aussi des investisseurs publics, ainsi que des banques qui viennent refinancer les projets. Comme l'a dit Jean-François, notre action se déroule dans un contexte réglementaire exigeant, marqué d'un côté par la hausse des coûts de l'énergie, et de l'autre côté par un cadre législatif qui est renforcé par la stratégie nationale bas carbone pour l'industriel et par le décret tertiaire que Jean-François vient de décrire, accompagné de son homologue, le décret BACS. C'est une solution novatrice qui est conçue
originellement au Canada et qui comble un vide sur le marché français puisqu'elle vise à permettre la réalisation de projets d'économie d'énergie avec des retours sur investissement à long terme, couvrant des montants à partir de 1 million d'euros avec un temps de retour simple autour de 8 à 9 ans et qui sera remboursé par les économies d'énergie sur 10 à 15 ans et ceci sans aucun investissement ou garantie requis de la part du client. Donc, comme on peut voir sur ce slide, on voit le modèle d'affaires de la Sofiac. Donc, c'est une solution assez unique sur le marché français, avec une approche qui est centrée sur le client et ses besoins. Donc, notre modèle repose sur la mise en place de projets d'efficacité énergétique pour nos clients, associés à un contrat de performance énergétique que Jean-François décrira plus tard, donc un CPE garantissant des économies d'énergie. Le projet est élaboré en collaboration avec le client en fonction de sa feuille de route et de sa feuille de route en matière de transition énergétique et de décarbonation, mais aussi en fonction de son niveau de maturité. En clair, soit nous partons de zéro en effectuant les études et les audits pour identifier les projets et les économies d'énergie possibles, soit le client a déjà un projet défini et nous l'aidons à identifier les aides possibles, comme les certificats d'économie d'énergie, et nous investissons alors pour couvrir le reste à charge. Notre solution ne nécessite aucun investissement de la part du client. Ça lui permet d'utiliser ses ressources pour d'autres priorités et elle ne requiert également aucune garantie de sa part, de manière à préserver sa capacité d'endettement. L'investissement de la Sofiac est remboursé exclusivement par les économies d'énergie réalisées sur le budget d'exploitation, donc les OPEX. En d'autres termes, s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de remboursement à faire. Bien sûr, nous travaillons avec le client pour définir un ratio de partage des économies, lui permettant de conserver entre 10 et 15% des économies démontrées et lui permettant de générer un flux de trésorerie positif dès le début. Une innovation qui est importante, et je crois qu'on est les seuls à faire ça en France, c'est que nous cédons 100% des actifs du projet au client dès la mise en service des nouvelles installations, permettant ainsi au client d'amortir directement son projet. Le client est propriétaire des nouvelles installations et il est libre de les exploiter comme il l'entend et d'en assurer la maintenance en interne ou avec le partenaire de son choix, qui peut bien entendu être l'installateur. Alors, oui, donc là c'est un petit résumé, donc je vous propose de les brosser ensemble, un petit résumé de ce que j'ai dit. Donc, la solution donc permet donc d'accélérer la transition énergétique des entreprises, donc en permettant d'investir sur des projets allant de 1 à 40 millions d'euros sans attendez, j'ai perdu l'écran. Sans investissement de la part du client, qui peut utiliser ses CAPEX pour d'autres choses, en produisant un flux de trésorerie positif dès le démarrage, sans requérir de garantie de sa part, ça c'est important, en lui présentant en lui transférant la pleine propriété des actifs concernés et en utilisant bien sûr toutes les aides et les subventions pour bonifier le projet, sachant que le coût est remboursé uniquement par une portion des économies démontrées. Et donc, je crois qu'on va pouvoir passer au cas IBM. Voilà. Donc, dans le cadre de notre webinaire aujourd'hui, je vais vous partager donc cette expérience, donc une expérience concrète qui illustre l'impact de la solution proposée par la Sofiac. Donc, notre cas client, c'est IBM Bromont au Canada. C'est un exemple convaincant de la manière dont notre approche unique en matière de réalisation des projets d'efficacité énergétique peut transformer une situation initiale en une réussite durable. Pour vous donner un petit aperçu de l'évolution de ce projet, nous avons reçu une étude d'opportunité de la part du client en 2021. C'est une étude qui présentait un projet avec
1 million d'euros avec une période de retour courte, mais dépassant les critères d'investissement standard chez IBM. Les économies prévues étaient principalement liées à une baisse des coûts de maintenance. Nous avons fait une seconde étude qui a permis un projet bien plus important, remboursé sur une période de 15 ans, exclusivement par les économies d'énergie réalisées. Notre approche globale nous a permis de proposer aux clients un bouquet de mesures d'économie alliant plusieurs choses, récupération de chaleur, aérothermie, électrification de la chaudière, qui était une vieille chaudière gaz, éclairage et optimisation du réseau de chaleur. La relation avec IBM a débuté en avril 2021 et nous sommes sur le point de terminer la construction, donc qui a été étalée sur 32 mois. Tout ça pour vous dire que ce retour d'expérience avec IBM Bromont reflète notre capacité à personnaliser nos solutions en fonction des besoins de chaque client et à contribuer de manière significative à la transition énergétique. Elle permet de mieux comprendre notre modèle et la volonté de décarbonation en profondeur qui l'accompagne. De fait, le modèle est fait de sorte que l'investissement se rembourse de la même manière pour un projet à 1 million d'euros comme pour un projet à 40 millions d'euros. Et donc, il permet de concrétiser des mesures qui resteraient en suspens par manque de budget de la part du client. Voilà, j'étais assez ravi de partager cette histoire de succès avec vous aujourd'hui et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et également, vous pouvez me solliciter par mail ou par téléphone pour une présentation plus détaillée de notre modèle d'affaires. Merci pour votre attention et je suis prêt à répondre aux questions. Je crois que c'est pour la fin des questions. Oui, oui, vous inquiétez pas, Laurent, on va dérouler juste après le financement, comment on a identifié les axes d'économie d'énergie possibles. Maintenant, avec quel outil on peut suivre les différentes actions qui ont été validées et mises en place au sein de la société. Cela, effectivement, se suit d'une année sur l'autre de manière à pouvoir suivre notre objectif. Et donc là, Jean-François reprend la main pour nous détailler justement comment on peut suivre de manière fine et efficace nos économies d'énergie à travers un outil simple et intuitif. Absolument. Et effectivement, UbiGreen, notre mission qui nous a quelque part été demandée par nos clients, c'est la durabilité du bâtiment au sens large et au travers de finalement des deux volets qui sont à la fois sur comprendre effectivement ce qui est consommé, vérifier que les plans d'action mis en place ont bien les économies réalisées. Donc c'est l'offre qui s'intitule Performance énergétique ou UbiGreen Energy pour pas le citer, et qui va permettre effectivement vraiment d'aller prendre les bonnes données là où elles sont. Ça, c'est un point important parce que des données de consommation qui sont réparties un petit peu partout sur un périmètre français, Europe, peu importe, il faut aller récupérer ces données, en garantir une fiabilité et pouvoir en fait structurer les données pour pouvoir avoir la visibilité qui va bien, que ce soit au niveau d'un site ou au niveau d'un périmètre plus général, multi-site, multi-énergie. Donc ça, c'est la première offre UbiGreen Energy qui va assurer à la fois cette notion de performance énergétique, de suivi des contrats de performance énergétique. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on va être vraiment là sur, mais au fait, mes factures, est-ce qu'elles sont bien le reflet de ce que je consomme? Je reçois une facture tous les 6 mois, mais j'aimerais bien quand même avoir une vision de l'engagé de dépenses au mois et pouvoir simuler ma facture prévisionnelle chaque fin de mois pour comprendre si je suis dans les clous par rapport à mes budgets et par rapport à mes économies attendues. Donc tout ça, c'est vraiment le rôle du suivi énergétique. C'est pas le rôle de la GTB qui est vraiment dans le pilotage et les automatismes au quotidien du bâtiment et par bâtiment. C'est vraiment le rôle de suivi énergétique du bâtiment. Et le deuxième point important aussi, c'est la sensibilisation à l'énergie consommée. Ça aussi, le bâtiment, il est prévu, c'est un beau bâtiment tout neuf ou qui vient juste d'être sortir sous terre, il devrait être hyper économe en énergie. Faire en sorte que l'usage que l'on en fait, cet usage soit aussi performant. Donc tout l'aspect sensibilisation des occupants aux usages énergétiques, c'est devenu aujourd'hui depuis un an et demi maintenant un volet important.
c'est un volet essentiel, faire en sorte qu'on puisse analyser aussi les usages du bâtiment. Et dans ces usages du bâtiment, ça va de, je vais prendre un exemple, j'ai un bâtiment qui fait 5 étages et on avait prévu un certain usage des ascenseurs et on s'aperçoit que cet usage des ascenseurs, il est 30% ou 40% plus important que ce qui était prévu initialement. Donc forcément, ça change l'empreinte énergétique du bâtiment, ça va changer les résultats, ça va impacter les objectifs de CPE. Donc tous ces éléments-là sont importants. Et l'offre, donc UB Green Energy, va être là pour prendre tous les éléments d'influence qui vont permettre de suivre finalement l'empreinte énergétique du bâtiment et l'efficience des économies d'énergie réalisées. Et la deuxième offre qui est en dessous, elle est couplée. Non, pardon, on s'y revient sur le slide précédent. La deuxième offre, elle est sur cette partie mise en place du flex office, mais je le mettrais plus généralement sur mise en place du flex bâtiment. Être capable de proposer en fait des services aux collaborateurs, aux usagers du bâtiment, comprendre l'occupation actuelle pour pouvoir améliorer les usages. Donc là, ça va se décliner avec une suite de captation, de capteurs d'occupation, de comptage des espaces de salles de réunion ou des espaces collaboratifs. Donc pour là aussi procurer finalement une image de ce qu'est l'occupation du bâtiment, sachant que cette image d'occupation du bâtiment, elle est clé aussi pour comprendre l'empreinte énergétique du bâtiment. Un bâtiment qui était prévu pour être occupé par 800 personnes, s'il est occupé par 500 ou s'il est occupé par 1000, clairement son empreinte énergétique va être totalement différente. Donc cette notion d'usage, elle est à la fois sur la dimension servicielle, évidemment, qu'on attend du bâtiment tertiaire d'aujourd'hui et de demain, et elle est aussi sur avoir les informations nécessaires pour bien piloter le bâtiment et bien comprendre le suivi énergétique de celui-ci. Sur le slide suivant, je crois que voilà, on présente un petit peu plus en détail ce que je viens de dire. C'est effectivement l'outil de suivi énergétique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller reprendre les différents éléments de facture énergétique. Et là, comment ça se passe? C'est au maximum avec des liens électroniques que l'on a et qui sont communs finalement à l'ensemble de nos clients, puisqu'on a aujourd'hui en termes de volume de traitement des fournisseurs d'énergie et de fluide au sens large, on a un gros panel, je dirais presque un 90-100 en termes de volume des fournisseurs majeurs d'énergie. Donc, ça allait prendre les données de facture, allait prendre aussi les données de comptage ou de sous-comptage, donc données de comptage qui viennent d'Enedis et de GRDF, ou de sous-comptage qui viennent là aussi du bâtiment, que ce soit au travers d'une GTB ou de compteurs qui seraient juste posés à des endroits ad hoc au niveau d'une régulation de chaufferie et qui serait intéressante de remonter comme information. Donc, c'est prendre les informations qui vont bien pour faire le bon suivi énergétique et vérifier qu'effectivement, par rapport au CPE, on est dans les clous ou pas. Un facteur important, c'est la météo. Là aussi, si je reprends mon exemple, j'ai 1000 bâtiments avec des agences un peu partout en France, eh bien, je vais pouvoir rattacher en fait chacun de ces bâtiments dans la solution avec la station météo de référence qui va bien. Si je suis à Aix-en-Provence, c'est la station d'Aix. Si je suis à Paris, c'est Montsouris. Donc, faire en sorte d'avoir cette notion de ce qu'on appelle de DJU, degré jour unifié, qui va permettre de décorréler de la météo, faire en sorte de comprendre si finalement mon action énergétique elle est bien efficace indépendamment des conditions météo. C'est tout l'intérêt d'avoir ce lien automatique au travers de la solution de suivi énergétique qui puisse être remontée. Et puis, bien entendu, des données d'activité, j'en ai parlé avec les horaires d'ouverture, avec les taux d'usage des différents espaces, ou des données techniques. Ça peut être effectivement là sur des horaires de production, des machines énergivores, des IRVE aussi qui vont se développer sur tout ce qui est recharge de véhicules électriques. Toutes ces données-là, on va remonter vraiment ce qui est important de remonter pour bien comprendre l'empreinte énergétique du bâtiment et bien pouvoir suivre derrière effectivement le suivi budgétaire. Est-ce qu'on est dans les clous par rapport au CPE, par rapport aux économies attendues? Détecter les anomalies 24/24. Alors ça, on est un petit peu plus dans le court terme, mais c'est quand même un point important. Un de nos clients, un de ses arguments massus pour mettre en place le suivi énergétique, ça a été de dire, voilà, depuis 3 mois, j'avais une fuite d'eau non visible sur un des bâtiments et je me suis retrouvé avec une facture pas possible. Donc, c'est effectivement avoir la remontée d'informations au quotidien, à une maille même plus fine en termes périodiques, de ce qui est clé de suivre en termes de mesures. Évidemment, là, j'ai parlé de l'eau, mais c'est pareil aussi au niveau de l'électricité, où le contrat de puissance électrique, il est avec une certaine puissance souscrite.
c'est faire en sorte de bien comprendre si je respecte cette puissance souscrite, si j'ai des dépassements, pouvoir analyser et avoir une alerte qui me permette de faire cette analyse par rapport, tiens, j'ai en même temps, mais finalement, toutes mes bornes de recharge de véhicules électriques qui se déclenchent en même temps que ma centrale de traitement d'air, là, c'est là où j'ai une pointe de charge à un moment donné dans mon profil journalier. Donc, on va être capable, avec cette notion d'alerte, de pouvoir alerter déjà la bonne personne, par mail ou par SMS, et puis de pouvoir avoir une information tantôt extrêmement détaillée, j'ai pris l'exemple du comptage d'eau, ou au contraire un petit peu plus global sur des débassements budgétaires, évidemment faire des calculs CO2 sur la base des consommations kilowatts des différentes énergies constatées. Donc pouvoir effectivement avoir ce suivi et identifier rapidement les points d'économie. Alors, point d'économie, c'est pas que l'économie au travers des plans d'action et des financements de ces plans d'action, c'est aussi maintenir en bon état de fonctionnement le bâtiment. La GTB est censée faire ça au quotidien. Là, effectivement, c'est avoir un petit œil supplémentaire sur le suivi énergétique et pouvoir alerter et réagir au plus vite. Visualiser les économies d'énergie potentielles. Ces économies d'énergie potentielles, on va pouvoir les voir là au travers de ce qu'on appelle des tableaux de bord, des analyses qui vont permettre à chacun finalement d'avoir la vision qui lui va bien. Donc imaginez que ce qui est remonté des fournisseurs, des distributeurs d'énergie, des stations météo, etc., toutes ces informations constituent un cube d'informations très important, structuré. Et ce cube d'informations structuré, c'est donner le bon niveau qui va bien à chaque utilisateur pour avoir les informations de son suivi énergétique, comprendre, réagir, voir si les indicateurs qui sont paramétrés, typiquement les indicateurs du CPE, sont corrects ou pas, vont dans le bon sens. Et donc pouvoir éventuellement avoir ce mixte entre les courbes énergétiques, les budgets qui peuvent aussi être saisis ou importés directement dans les solutions pour pouvoir effectivement avoir cette comparaison. Et puis enfin, dernier petit point là qui est en bas, optimisation contractuelle, contrôle de facture. Ça aussi, c'est un point clé. Optimisation contractuelle sur l'énergie électrique particulièrement. On est capable effectivement, ce que normalement il devrait être plutôt du ressort du fournisseur, mais qui ne fait pas toujours, c'est de pouvoir proposer en fait des contrats de puissance souscrite qui soient adaptés vraiment au profil de courbe de charge. Parce que là, si demain je fais un beau projet avec Laurent pour un client donné et on a 30% ou 50% d'économie d'énergie, clairement l'énergie électrique et le contrat, si les économies sont bien là, il faudra songer à leur négocier parce que ça ne sert à rien de garder une puissance souscrite importante si les économies font gagner 50%. Donc ça, c'est des choses que le système va permettre aussi de suivre. Finalement, indépendamment de tout travail bâtimentaire, c'est adapter aussi les puissances souscrites par rapport au profil de consommation. Simuler, prévoir les budgets, donc ça aussi c'est un point clé. Évidemment, avec la prise en compte des conditions météo, c'est pouvoir prévoir le budget de 2024, se dire bon voilà, mon profil de consommation c'était ça, mes estimations d'économie attendues sur 2024 c'est peut-être 5 ou 10% sur la totalité de la consommation ou sur un lot ventilation ou sur un lot chauffage qui prend 30% peut-être de mon empreinte énergétique. Donc c'est faire en sorte de pouvoir suivre tout ça, établir des prévisions budgétaires et puis regarder si et comparer en fait le réel par rapport aux prévisions attendues et au suivi d'économie d'énergie mis en place. Évidemment, tout ça peut se faire aussi dans un cadre ISO 50001 avec des plans de comptage, de sous-comptage qui peut être là aussi dans le système. Et tout ça va être important, notamment encore une fois par rapport à cette logique de CPE, parce que finalement, la plateforme, elle doit être là aussi pour s'adapter aux indicateurs qui vont bien par rapport à chaque contexte bâtimentaire. Il n'y a pas un bâtiment qui se ressemble, même deux bâtiments qui sont construits de la même façon. Suivant la géographie, suivant le positionnement du bâtiment, suivant son occupation, son empreinte énergétique va varier dans le temps. Et ça, c'est des points qui sont vraiment essentiels à suivre et éventuellement à suivre en termes de sous-comptage énergétique ou fluide. Un petit slide de résumé par rapport à UbiGreen en quelques chiffres.
Effectivement, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. On est 50 collaborateurs. Le site principal, c'est Toulouse, où je salue mes petits collègues de la Beige et de l'IoT Valley, qui sont à la fois en fait à la base de la conception et de l'évolution de la solution, parce qu'une solution logicielle telle que celle que je vous ai présentée très brièvement, elle évolue dans le temps en fonction de tous nos clients et est partagée par tous nos clients. Donc on retrouve à Toulouse les équipes de développement logiciel et développement hardware, parce qu'on a aussi une logique de captation radio qui va permettre de remonter des informations éventuellement de terrain, qu'elles viennent soit de la GTB, soit de compteurs communicants, pour pouvoir remonter les informations dans la solution de la même façon. Paris-Marseille étant des entités commerciales et marketing. Ce qui est important, c'est que voilà, on a des clients qui nous suivent depuis le début, qui ont déployé pour certains dans pratiquement tous les continents, je crois, aujourd'hui. Ça représente 500 000 capteurs connectés, ça représente surtout plus de 8 milliards de données stockées dans la plateforme. Donc tout l'aspect structuration des données, sécurisation des données sont des éléments essentiels pour tous nos clients. Et c'est ça aussi finalement notre point important, c'est de récupérer les bonnes informations là où elles sont, qu'elles viennent du bâtiment, des fournisseurs d'énergie ou de Météo France, et de pouvoir effectivement satisfaire au suivi énergétique de chacun. Avec là aussi des clients qui sont pas qui partagent tous cette problématique de j'ai un parc bâtimentaire, je dois le faire évoluer, je veux le rendre plus durable, je veux faire des économies d'énergie, ne serait-ce que pour compenser l'inflation galopante énergétique, mais aussi pour diminuer mon empreinte CO2, donc changer d'énergie. Tout ça, c'est des points qui sont clés, à la fois pour le secteur public avec les villes, des départements, mais aussi avec les gestionnaires de patrimoine et aussi avec des industriels ou des sociétés de services de transport comme Keolis par exemple. Enfin voilà, on a vraiment tout type et tous partagent finalement cette double problématique ou cette double objectif de réduire leur empreinte carbone, donc réduire leur empreinte énergétique et maintenir finalement sous contrôle, j'allais dire sous cloche finalement les consommations énergétiques et avoir le respect des CPE qui vont bien quand il y a des CPE qui sont établis. Super, merci beaucoup Jeff pour cette présentation. On va passer à la session questions-réponses. En plus, on est presque pile poil dans les temps. On a un bon petit quart d'heure pour la session questions-réponses. Donc là, j'ai une première question concernant la Sofiac. La Sofiac est réglementée en tant que société financière. Donc, je pense que Laurent, c'est pour vous. Oui, merci. Donc non, la Sofiac n'est pas une société financière. D'ailleurs, si vous avez noté, j'ai très peu parlé de financement, j'ai surtout parlé d'investissement. C'est une solution d'investissement et donc elle n'a pas besoin d'être réglementée comme une société financière. En fait, on intervient donc à travers un contrat de service donc on signe avec le client et que l'on rembourse avec les investissements, sachant que ce remboursement se fait avec des factures d'honoraires. Très bien. On a une seconde question, toujours pour vous, Laurent. Quelles sont les durées de financement que vous proposez? Alors, c'est des durées entre 10 à 15 ans, essentiellement. Pas plus que 15 ans. D'accord. Donc, c'est de toute façon en fonction de la complexité et du montant de toute façon du projet. Du montant investi et donc du montant à rembourser derrière. À rembourser en fonction. Surtout des économies d'énergie qui sont générées parce que plus les économies d'énergie vont être importantes et plus le projet va se rembourser rapidement. D'accord. Ok. D'ailleurs, une autre question me vient par rapport à votre réponse. Et du coup, il se peut que les économies d'énergie par rapport à ce qui était prévu sont peut-être plus rapides et atteignables plus rapidement. Et pour le coup, est-ce que cela peut réduire ou pas la durée de l'investissement? Ou c'est lissé sur… Oui, non, c'est lissé en fait. Ça va pas être un montant fixe à rembourser chaque mois. C'est vraiment un montant qui va être calculé justement en fonction des économies d'énergie qui vont être données. Ouais, super. Donc, il y a ce côté flexible où en fait, c'est en fonction de l'économie. On est engagé sur papier sur une durée de 15 ans et en fonction des économies perçues, de toute façon, ça s'équilibre et ça s'ajuste en fonction des économies réelles effectuées. Tout à fait, tout à fait. Okay. C'est pas un échéancier avec des montants chaque mois. C'est vraiment en fonction des économies réalisées. Très clair.
Parfait. Alors ensuite, on a une question sur le CPE. Le CPE Sofiac s'appuie-t-il sur la méthode IPMVP? Oui, quelque part en fait. Le CPE, donc il est conclu entre nous et l'entreprise qui va réaliser des travaux. Mais une fois que les installations sont mises en service, sur le slide où je vous présentais le modèle d'affaires de la Sofiac, vous avez pu voir qu'il y avait effectivement un petit rond dans lequel il y avait marqué partenaire indépendant pour le calcul des économies d'énergie. Et donc ce calcul se fait à travers ce fameux protocole, donc le protocole IPMVP, qui permet donc de calculer les économies d'énergie réelles des installations qui ont été que la Sofiac sur lesquelles la Sofiac a investi. Très bien. Et alors après, il y a une question qui est assez précise sur un pourcentage d'économie. Je pense que vous aviez dû évoquer lors de la présentation, Laurent, sur les 38% d'économie à faible investissement. Il y a une personne qui pose la question, est-ce que cela concerne que les bureaux ou tout type de bâtiment tertiaire, type entrepôt frigorifique? Alors, c'est une bonne question. Ça concerne tout type de bâtiment. Donc, chaque bâtiment est spécifique et donc les solutions qui seront appliquées seront à chaque fois spécifiques. Hein. Comme vous avez pu voir avec l'exemple d'IBM, on propose un bouquet de solutions. C'est rarement une seule solution. On va essayer d'identifier tous les gisements d'économie d'énergie possibles et donc de proposer un certain nombre de solutions qui vont permettre, in fine, de réaliser de vraies économies d'énergie puis de faire un vrai projet de décarbonation. Très bien. J'aurais encore quelques-unes des questions, toujours pour la Sofiac. Comment assure-t-elle que les projets d'efficacité énergétique atteignent réellement les économies prévues? La Sofiac garantit l'atteinte des économies d'énergie donc grâce à ce fameux CPE, donc un CPE rigoureux. Hein. Les contrats établissent donc des objectifs clairs en termes d'économie d'énergie et nos partenaires, qu'on sélectionne avec soin, sont responsables de la mise en œuvre et de la performance du projet. Donc les économies sont mesurées, vérifiées et vérifiables, assurant ainsi la réalisation des objectifs. Et donc on fait appel, comme je le disais donc juste précédemment, on fait appel à une tierce partie indépendante pour la vérification des économies réalisées. Très bien. Et du coup, on peut faire le lien avec après un outil tel que UbiGreen pour suivre justement le fait que en termes de plan d'action, tout soit bien en relation et en fonction de ce qui avait été prévu. Notre module UbiGreen permet justement de s'assurer que, en fonction des objectifs fixés, on soit toujours bien dans le vert, ou en tout cas par rapport à ce qui a été prévu et ce qui a été prévu. Et pour le coup, avoir un outil de pilotage nous permet d'anticiper, de se dire, OK, là, on est bien dans les objectifs prévus, c'est atteint, ou justement, est-ce qu'il n'y a pas un retard? Ça nous permet d'avoir une vue et d'avoir toujours le cap sur les objectifs fixés. Tout à fait. Alors, j'ai une autre question. Caroline, là, sur cet aspect objectif, c'est que les solutions de suivi énergétique dont on fait partie UbiGreen sont là aussi avec une dimension d'analyse temporelle très importante. C'est être capable effectivement de faire à la fois une analyse très court terme sur le journalier ou même l'intrajournalier pour comprendre effectivement éventuellement les variations de puissance utilisées, mais aussi d'avoir une vision plus long terme avec à la fois, j'ai parlé de modèle budgétaire pour l'année d'après, mais avoir aussi une vision projetée jusqu'à le fameux horizon 2030 du décret tertiaire, et avec au fur et à mesure prendre en compte les plans d'action qui sont définis pour pouvoir représenter en fait la diminution de consommation énergétique attendue et pouvoir comparer ça par rapport évidemment au réel au fur et à mesure à la fois de la réalisation des travaux et évidemment du temps qui passe entre maintenant et 2030. Donc ça c'est vraiment important, cette vision aussi temporelle qui peut être à maille très fine comme à maille extrêmement allongée pour pouvoir avoir
les éléments et le recul qui va bien Mm. et prendre les bonnes décisions. Ah, tout à fait. Tu fais bien de me préciser parce que c'est surtout un des avantages d'utiliser une plateforme de pilotage. Parce qu'on ne fait pas que du suivi en temps réel, mais ça nous permet d'être en suivi projeté et de pouvoir s'assurer qu'on suit bien le cap de la stratégie posée, de respecter les budgets et les délais et de pouvoir réajuster en fonction d'un mois à un autre ou d'une année sur l'autre ou de manière à avoir des échéances plus longues et s'assurer de toujours viser au plus juste par rapport à ce qui avait été établi. On a une Question pour question. Ubigreen. Oui, j'en venais. Alors, on a une question concernant la solution UbiGreen. Est-ce qu'elle est adaptée pour les TPE, PME de moins de 50 salariés? Le budget pour utiliser la plateforme, est-ce qu'elle est sous forme d'abonnement? Donc, pour répondre au premier point, est-ce qu'elle est adaptée aux TPE, PME de moins de 50 salariés? J'ai envie de dire, au-delà d'un certain nombre d'utilisateurs, c'est surtout le projet et le périmètre. Est-ce qu'on est capable de s'engager sur une économie réelle avec un pilotage efficient? Donc, on a des solutions qui sont déployées dans des structures type PME, ETI, et en fonction de la facturation énergétique, tout fluide en plus, puisqu'on on gère aussi bien l'électricité, le gaz, l'eau, donc on est tout fluide. En fonction des économies qu'on va pouvoir réaliser en mettant en place un outil de pilotage énergétique, là on est capable en avant-vente au moment où on présente on présente notre solution, c'est déjà de bien comprendre votre besoin et quelles sont les économies, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre et en fonction on vous propose une solution plus ou moins adaptée avec des modules plus ou moins paramétrables et personnalisables. Tu complètes, hein, Jeff, hein, si besoin. C'est au-delà d'un volume, on va dire. Effectivement, on peut dire que la solution, elle est très flexible en termes de quel tableau, quelle analyse, quelle courbe suivre. Et là, ça va effectivement être plus ou moins important en fonction du périmètre déjà des utilisateurs et puis des types de fluides à suivre et aussi du périmètre évidemment du nombre de bâtiments à suivre. C'est vrai que si on a un bâtiment à suivre dans une localité donnée, on n'a pas forcément besoin d'une solution de suivi énergétique. Exactement, parce que l'économie à en tirer ne sera pas forcément… Où on cherche à avoir une vision un petit peu agrégée finalement de l'empreinte énergétique et carbone des bâtiments, là ça fait tout de suite sens, hein, c'est clair. Ouais. Tout à fait. Et donc, quant au budget, finalement, ça va dépendre de ce qui est à mesurer. C'est défini. Donc, il y a un coût par déploiement de projet. Et ensuite, on peut parler d'abonnement pour effectivement entretenir, avoir les fonctions à jour, le maintien des fonctionnalités avec les évolutions aussi réglementaires ou marché. Donc, on parlait d'abonnement annuel suite à un coût de déploiement du projet. Mais n'hésitez pas en tout cas à nous contacter à communication@ubigreen.com si vous le souhaitez pour nous partager un peu plus en détail votre projet et on y répondra avec grand plaisir de manière un peu plus personnalisée. Ensuite, je crois qu'on a une dernière question. Est-ce que vous modélisez les économies générées par une installation photovoltaïque, autoconsommation? Donc, je pense que c'est pour nous, c'est pour Ubigreen. Oui, absolument. Enfin, là derrière, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est déjà le cas pour certains de nos clients et ça va être de plus en plus le cas, il faut l'espérer. Tout l'aspect production photovoltaïque, on est capable effectivement d'aller reprendre aussi bien les informations d'une chaufferie que d'une centrale de production d'énergie. Donc, on va aller s'interfacer avec la centrale pour prendre les informations de production, pour prendre aussi les informations d'autoconsommation versus ce qui serait réinjecté sur le réseau. Donc là aussi, c'est une combinaison avec ce que fournit. Donc on a tous les éléments pour pouvoir avoir un suivi là aussi dans la solution, à la fois de ce qu'on consomme, mais aussi de ce qu'on produit. On l'espère tous que ça aille de plus en plus dans ce sens sur l'aspect production photovoltaïque. Oui, on a déjà effectivement pris en compte en fait ce type de bâtiment où il y a de la production d'énergie et de l'autoconsommation et ou du stockage. Voilà.
Juste pour compléter, la Sofiac investit aussi dans le photovoltaïque, mais pas que. En fait, c'est pas un fonds qui est destiné au photovoltaïque particulièrement, mais comme j'expliquais tout à l'heure, lorsqu'on investit, lorsqu'on propose un projet, on essaye de proposer un bouquet de solutions, et dans ce bouquet de solutions, il peut y avoir du photovoltaïque, donc à condition qu'il n'y ait pas que du photovoltaïque. Oui, je crois que ce qui est important aussi dans ce que Laurent a présenté dans son projet, il y avait un bouquet, il y avait un scénario global d'efficacité énergétique. Dans ce scénario global, il peut y avoir un volet photovoltaïque, il peut y avoir un volet améliorer la connexion au réseau de chaleur, ça peut avoir un volet sur l'éclairage, il peut y avoir un volet sur améliorer la GTB en place ou mettre en place une GTB en place, mais ça c'est pour le suivi. Donc finalement, la GTB est un des volets du scénario. Et puis bien entendu, pour chapeauter tout ça, pour suivre tout ça, c'est la solution de suivi énergétique. Et ça, elle est indispensable pour aller reprendre les bonnes infos. Si je puisse faire une petite synthèse. Voilà. Exactement, exactement. Et une toute dernière question par rapport au logiciel Ubigreen. Est-ce que le logiciel peut-il travailler en on-premise sur une infra client? La réponse est non. En fait, on est vraiment dans l'optique d'avoir une version logicielle partagée par l'ensemble de nos clients. Alors quand je dis partagée, c'est extrêmement sécurisé. Toutes les données sont hébergées dans un espace sécurisé auprès d'un hébergeur spécialisé à Reims. Je ne citerai pas le nom, mais voilà, on est dans un bunker à Reims pour héberger toutes les données de tous nos clients. On a des grands noms du monde bancaire, je ne vais pas les reciter, mais tout le monde a ses préoccupations de confidentialité, sécurité, mais on a pris cette logique d'avoir un logiciel commun partagé par tous, qui évolue d'ailleurs 2 à 3 fois par an de façon assez importante, avec des nouvelles fonctionnalités, de nouveaux reports, voilà, tout plein d'informations. Mais ça, c'est vraiment, on est en mode SaaS uniquement. Ouais, absolument. Ouais. Ouais, comme tu as dit, le choix a été fait aussi en fonction du besoin utilisateur. Finalement, on a différentes équipes qui sont dispatchées ou qui se situent sur différents sites. Il faut que les utilisateurs aient évidemment accès à une information, à la donnée de façon sécurisée et fiable. Et ça, c'est ce qu'on garantit. On a juste besoin d'un écran avec un accès Internet. Voilà. Voilà, et en tout point, et dans différents pays, différents sites. Que d'un site distant ou au contraire au siège. C'est ça aussi le point important de cette approche, c'est de faire en sorte que ça soit le plus simple possible pour les utilisateurs après du système. Exactement. Et ben voilà, c'est le mot de la fin, c'est de faire au mieux pour que ce soit le plus simple pour les utilisateurs, ou plus simple pour les directions qui veulent justement prendre ces décisions d'investir et dans des projets de décarbonation, mais en profondeur, mais tout en s'appuyant sur un outil de pilotage qui nous permette effectivement de savoir où est-ce qu'on en est, comment on peut y arriver et comment on peut accélérer aussi cette transition énergétique et écologique. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions et nous partager vos projets de façon un peu plus personnalisée. Vous pouvez nous envoyer vos demandes d'information, et un expert Ubigreen prendra contact avec plaisir avec vous, ou on relaiera également à Laurent sur la partie financement si vous en avez besoin. Vous avez également énormément de contenus, de ressources qui sont hébergés, qui sont réalisés par notre équipe Ubigreen, par nos experts, donc nos livres blancs, on a des webinaires, le prochain sera en janvier maintenant, donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, sur la partie ressources, et vous y trouverez toutes les actualités Ubigreen et de nos partenaires. Un grand merci Laurent pour votre présence et votre présentation. Et effectivement, n'hésitez pas à me solliciter ou à solliciter la Sofiac par email, par téléphone, pour une présentation plus détaillée de notre modèle d'affaires. Vous passez par Caroline, qui vous communiquera toutes les informations. Oui, on vous enverra tous les éléments pour que vous puissiez rentrer en contact avec nous. Merci Jean-François pour cette présentation et cet énième webinaire sur notre efficacité énergétique. Et une belle journée à tous. Ouais. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée, au revoir.